flambée des prix du carburant, qu'il s'agisse de l'essence, gasoline, du fuel, gazole ou du gaz naturel, gaz propane. Tous les prix flambent dans le monde. Pour analyser ce phénomène, nous avons avec nous, depuis New York et par Zoom, notre ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette flambée des prix de l'essence surtout, mais aussi du gaz naturel, qui par conséquent ont des incidences sur l'augmentation des prix de l'électricité, etc., etc.? Bon, il y a plusieurs facteurs qu'il faut considérer. Premièrement, nous avons l'arrivée de l'hiver. Pendant l'hiver, il y a eu une augmentation beaucoup de pression sur la demande pour le gaz naturel et pour le pétrole, parce que ça sert pour réchauffer les maisons, etc. Ensuite, il y a la reprise de l'économie qui s'annonce, parce que avec la chute qui a eu lieu à cause de Covid, les gens étaient obligés de rester chez eux, les entreprises avaient diminué leur activité économique, donc il y a ça aussi. Et maintenant, la reprise due au vaccin, due aux anticipations positives qui se jouent sur le terrain maintenant dans l'économie. Donc, il y a ça, une pression. Il y a une troisième chose qui est ce qu'on appelle le differential ground rent. La rente différentielle sur les denrées. La rente différentielle sur les denrées, c'est un phénomène où, par exemple, le coût de l'extraction d'une barre du pétrole en Arabie Saoudite, c'est de $23. Aux États-Unis, c'est $66. Et les États-Unis constituent aujourd'hui l'un des plus grands producteurs, c'est ça? Producteurs de pétrole. Oui. Oui, producteurs de pétrole. Donc, les prix sur le marché international ont tendance à se conformer au coût de l'extraction aux États-Unis plutôt que du coût de l'extraction en Arabie Saoudite. Ainsi, ça permet à ce que tout le monde puisse se tirer d'affaire. Il y a la volatilité du marché. La volatilité du marché prend en considération, par exemple, les spéculations qui se font sur les contrats à terme. Donc, parce que dans le business du pétrole, il y a les contrats qui se négocient sur le long terme et les contrats ce qu'on appelle le spot price. Et les contrats qui se négocient sur le long terme, ce sont des contrats du crude oil qui, aujourd'hui, comportent le coût de l'intérêt, le coût du transport, le coût de storage. Donc, tout ceci entre dans le prix du pétrole. Et nous savons que sur le marché international, il y a une chute, en fait, dans la capacité du monde entier d'avoir accès à des grands pétroliers, aux grands bateaux, aux grands navires. Donc, c'est aussi un élément additionnel qui met la pression sur le prix du pétrole. D'accord. Mais il n'y a pas si longtemps de cela, si j'ai bonne mémoire, le coût du baril sur le marché international était autour de $40. Comment peut-on extraire du pétrole qui vous coûte $66 et le revendre $40? Maintenant, c'est exactement le point. C'est pourquoi le prix du pétrole est toujours établi en fonction de celui dont le coût est le plus élevé. C'est ça le phénomène du differential, de la rente différentielle. Oui, mais à l'époque où il était à $40, bon, ok. Donc ça tenait compte quand même de ça? Oui, non, à $40, ça veut dire que les Américains exportaient beaucoup moins. Ah bon, c'était les Arabes qui s'en mettaient plein les poches? C'est les Arabes, les Vénézuéliens, tous les autres pays de l'OPEP. Tous les autres pays, la Russie, en partie aussi, donc tous les autres pays. Parce que les États-Unis, quand même, visent à devenir indépendants, souverains en matière de l'usage du pétrole. Donc, ils ont intérêt, par exemple, ils sont très performants dans le gaz shit où ils font la création du sol et font l'extraction de façon verticale une fois que c'est pénétré profondément assez. Donc, tout ce qui doit avoir accès à un pétrole à bon marché, mais qui ne peut pas encore concurrencer le pétrole qui se vend dans les pays arabes. Ensuite, il faut aussi signaler que la technologie pour exploiter le pétrole doit être mise à jour régulièrement
pour pouvoir tirer le pétrole au coût le plus bas. Et ça, c'est l'effet technologique. Non, ça n'a pas une incidence sur la disponibilité du pétrole, mais sur l'habilité de tirer le pétrole du sol, d'extraire le pétrole. Oui, le gaz de schiste qui est une catastrophe du point de vue écologique. Effectivement, et aussi d'un point de vue militaire. Ok. Bon, maintenant, venons-en à ce que représente le pétrole. Je suivais à la télévision française où tout le monde posait la question que faire pour bloquer cette flambée des prix? Et à cette occasion, ils ont affiché la grille de ce que paye le consommateur. Et il s'avère qu'en France, en tout cas, lorsqu'on achète pour 1 euro de gasoline, plus de 50 centimes sont en fait des taxes que l'État met dans sa poche, en d'autres termes. Et les automobilistes et tous ceux qui utilisent ce genre d'énergie sont vraiment des vaches à lait pour l'État qui réalise des recettes extraordinaires. D'où la difficulté. S'il baisse le prix, évidemment, les automobilistes vont applaudir, mais les caisses de l'État vont se vider d'autant. Est-ce que c'est la même chose aux États-Unis? Est-ce que les taxes sont tout aussi élevées? Et ensuite, quel est le cas d'Haïti? Bon, aux États-Unis, les taxes ne sont pas aussi élevées qu'en Europe, parce que quand même en Europe, il faut dire, et peut-être certains se réjouissent, certains se plaignent, que les programmes sociaux en Europe sont beaucoup mieux financés que les programmes sociaux aux États-Unis. Il y a beaucoup plus de bénéfices sociaux en Europe qu'aux États-Unis. Oui. Donc, et la politique américaine de la droite que nous avons connue dans les 4 dernières années, et les Américains sont très forts pour se battre contre les impôts au niveau étatique. Et tout le programme du Parti républicain est basé sur la réduction massive des impôts, quel que soit l'impact que ça pourrait avoir sur les caisses de l'État. Oui. Donc, il y a ce phénomène aux États-Unis qui fait la différence entre les impôts américains et les impôts qui sont payés sur l'essence aux États-Unis et les impôts qui sont payés en Europe. Parce que quand même, il faut reconnaître que les impôts ont un effet redistributif. C'est à travers les impôts que l'État peut répondre aux besoins des citoyens. Bien sûr, tout l'aspect social. L'aspect social, c'est vraiment la fonction fondamentale des impôts. Donc, quelqu'un qui s'oppose à payer des impôts, c'est quelqu'un qui, effectivement, s'oppose à tout ce qui vient dans l'intérêt général, tout ce qui vient de la société, et même aux fonctions régaliennes de l'État. Maintenant, en Haïti, nous avons une situation assez intéressante parce que autrefois, lorsque nous avons ce qu'on appelle la BMPAD en Haïti, la BMPAD, c'est vraiment le bureau de la monétisation qui s'occupe de l'activité en Haïti. Mais il faut se rendre compte que les commandes de pétrole en Haïti arrivent à la BMPAD. Mais c'est après que les importateurs aient fait un inventaire, qu'ils aient reçu des commandes des distributeurs et l'importation se fait. Le pétrole est livré à BMPAD qui, lui, place les impôts sur les assises, les impôts sur les inspections et il y a aussi les impôts forfaitaires qui font que le pétrole soit vendu à un prix uniforme sur le marché national. Donc, tous ces impôts, en fait, l'État rentre dans le prix du pétrole. Maintenant, sans ces impôts, est-ce que ça veut dire que le prix du pétrole aurait chuté? Bon, peut-être non. Pourquoi? Parce que les gens qui se sont habitués à vendre le pétrole à un prix, en général, il y a ce qu'on appelle en économie le price is sticky. C'est-à-dire, les prix, une fois que les prix ont grimpé, c'est très difficile pour les prix de baisser. Oui. De baisser. Peut-être que ce phénomène de l'augmentation des prix, ça rentre dans le cadre des fonctions de politique énergétique d'un État. Donc, ça, en Haïti, nous n'avons pas une politique énergétique. Nous sommes sujets aux fluctuations du marché. Et les fluctuations du marché sont totalement en dehors de nos contrôles. Et donc, c'est vraiment... Pour faire autre chose, il faudrait, par exemple, en plus d'établir une politique énergétique, mais aussi avoir une politique de la gestion de la consommation. Une politique de la gestion de la consommation, c'est une politique qui prendrait compte
de ce qu'on appelle le hedging, c'est-à-dire nous savons en Haïti que nous consommons à peu près 400 millions de dollars de pétrole, de produits pétroliers par année. Donc, et ceci, les 400 millions représentent un chiffre déterminé de contrats de pétrole qui aujourd'hui peuvent être achetés aujourd'hui pour le mois d'août, en janvier, le mois de juin, tout ce qu'on veut, pour au moins pour une période d'une année. Et à partir de ce moment, on aurait bloqué le prix que l'on aurait payé sur le marché international. Donc ça, dans un cadre assez sophistiqué de la gestion du stock et de la gestion de la consommation locale. Mais en Haïti, ceci, bon, je le dis depuis 10 ans qu'on devait mettre en place un bureau pour faire ce travail. Bon, et apparemment, personne n'a encore écouté ou pris ça au sérieux. Non, mais je suis persuadé qu'un jour, ça va arriver, qu'on aura pris conscience de nos besoins énergétiques et mettre en place un bureau pour gérer la consommation. Mais William... Il y a aussi beaucoup d'intermédiaires dans le business du pétrole. Ouais. Donc, il est de mise également d'explorer comment éliminer les intermédiaires, parce qu'à chaque étape, il y a Bien sûr. Oui, plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de hausse du prix. Mais maintenant, William, on entend souvent dire que l'État haïtien subventionne le prix de l'essence en Haïti. Est-ce que c'est confirmé? Bon, et si l'État ne subventionnait pas le prix du pétrole en Haïti, on aurait eu beaucoup plus de troubles dans le pays, parce que avec tous les intermédiaires qui existent, toutes les augmentations que les intermédiaires font, donc le prix doit être payé par quelqu'un. Donc, si le prix qui doit être payé par les consommateurs, si l'État ne vient pas en aide pour garder le prix uniforme et un prix beaucoup inférieur à ce que ça aurait coûté, on aurait des troubles sociaux en Haïti régulièrement. Parce qu'il ne faut pas oublier, en 2015, on a eu des troubles sociaux. Ces troubles sociaux se pivotaient autour du prix du pétrole. Oui, non, parce que là, ils avaient doublé le prix du jour au lendemain. Maintenant, parce que l'État avait menacé de oui, maintenant, William, donc si je comprends bien, Haïti, le cas d'Haïti est exactement l'inverse du cas d'un pays comme la France. Dans un pays comme la France, l'essence est une source de recettes très, très, très importante pour l'État, alors qu'en Haïti, c'est une source de dépenses puisque l'État est obligé de subventionner. Bon, la consommation est budgétivore, ça avale une bonne partie de notre budget, mais le pire, c'est que ça avale, notre consommation du pétrole représente 2 mois de virement de la diaspora. Donc, et ça affecte directement les réserves de la Banque centrale, ça met beaucoup de pression inflationniste dans le pays, ça dévalue, ça met beaucoup de pression à la baisse sur la monnaie. Donc, il y a une fonction, les fluctuations du prix du pétrole, de la consommation du pétrole en Haïti doit être soumise à une analyse très rigoureuse et avoir une politique énergétique en Haïti est de mise, parce que sinon les problèmes que nous confrontons et dont le pays confronte avec les fluctuations du prix du pétrole vont se perpétuer et peut-être et à n'importe quel moment ça peut déboucher sur n'importe quoi. Lorsqu'on a une crise politique comme nous avons aujourd'hui et vous avez avec ça l'augmentation des prix du pétrole, ça va affecter directement les prix du transport et les prix du transport vont affecter directement les gens qui sont payés le salaire minimum. Vous avez un effet boule de neige qu'il faut absolument adresser. C'est absolument avoir une politique énergétique assez robuste pour faire face à ce défi en Haïti. Oui. Il est d'ailleurs curieux de noter que les grands troubles qui sont venus en Haïti et qui ont causé la destruction, le pillage de tas de magasins venaient du fait que l'État avait voulu doubler le prix de l'essence, mais il s'est passé la même chose en France. Le phénomène des gilets jaunes qui a dégénéré jusqu'à tous les samedis sur les Champs-Élysées, l'attaque de l'Arc de Triomphe, venait aussi d'une augmentation massive du prix du pétrole. Bon, c'est en général... Donc, aux mêmes causes, les mêmes effets. Oui, en général, la classe ouvrière et les gens de la classe moyenne qui
qui subissent la pression des prix à la hausse se mettent toujours debout lorsque leurs intérêts sont visés. Absolument. Maintenant, ce qu'il faut, mais alors que parfois la colère est mal placée. Parfois la colère est placée, les autorités sont prises comme cible de cette colère, alors que la colère devait être, la cible de ces colères devait être l'absence de réflexion sur des réflexions stratégiques. Parce que sans les réflexions stratégiques, les mêmes causes vont se répéter, en fait, l'histoire se répète. Donc l'histoire connaît une discontinuité lorsqu'il y a des réflexions stratégiques et les changements de cours qui se font dans l'évolution de la pensée et de l'évolution des peuples. Bon, enfin, comme je le disais en introduction, cette flambée des prix est mondiale et les réactions sont extrêmement... Enfin, tout le monde en parle, tout le monde essaye aussi de prévoir. On prévoit un renouveau du mouvement des Gilets jaunes en France qui correspond à ce que nous avons eu en Haïti aussi. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, sans une réflexion stratégique, sans une politique stratégique d'énergie, avec une politique publique d'énergie, et le pays en a besoin de politique stratégique, de politique publique dans plusieurs domaines. Donc l'énergie est un de ces domaines. Oui. Donc pour cela, il faut recruter les gens capables de le faire, il faut maîtriser le savoir nécessaire pour le faire. Sinon on va perdre notre temps à accuser tantôt les autorités, tantôt les hommes d'affaires, tantôt les tantôt les propriétaires de comptes. Donc, vraiment, la réflexion a besoin d'être une réflexion très mûre et surtout très, très sage. Parce que nous avons déjà constaté, une des conséquences de cette hausse, ça a été l'augmentation de 50% du prix des courses en mototaxi. Bon, voilà, et maintenant, bientôt, on connaîtra également une augmentation des prix dans les supermarchés, parce qu'il ne faut pas oublier. Évidemment, bien sûr. Tout ce qui est importé par bateau. Eh oui. Et le prix du transport des containers a été multiplié par 8. Et ce prix va être disséminé à travers les prix des produits. Et bien entendu. Le consommateur paie. Ça signifie que nous fonçons tête baissée dans quelques mois très difficiles. Bon, à moins qu'il y ait un revirement qui se fasse au niveau des pays producteurs de pétrole où ils augmentent leur capacité. C'est ça. Augmentation massive de la production. Absolument. Et bon, il y a les pays de l'OPEP, il y a les États-Unis également qui pourraient le faire. Il y a la conversion de pétrole au gaz naturel. Il y a diverses stratégies qui peuvent être utilisées, mais ça rentre dans le contexte de la réflexion stratégique sur ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, il y a des solutions parce que le gaz naturel est beaucoup moins cher que le pétrole. Et il y a maintenant les énergies solaires. La technologie de l'énergie solaire a beaucoup progressé. Donc, tout ça a exploré. Et en Haïti, nous sommes premièrement nous sommes un bon candidat pour l'usage de l'énergie solaire à plusieurs niveaux. Très bien. Bon, William, là, malheureusement, le temps est passé très vite. Merci de votre disponibilité depuis New York. Et puis, on va suivre cette question de près et voir comment ça évolue, et en espérant que ça ne donnera pas lieu à des troubles majeurs. Très bien, Serge. Merci Haïti, merci Métropole. Bonsoir tout le monde. À très bientôt. Voilà, c'était William Savary depuis New York qui essayait d'analyser ce phénomène de flambée générale du prix des carburants.